Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de dépassement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Jade Maréchal, championne d'escrime, et Thomas, ancien tête de haut niveau d'escrime, aujourd'hui chef d'entreprise. Bienvenue dans Cross and Run. J'espère que tout le monde va bien. Vous allez bien, Jade et Thomas? Parfaitement. Yes. Franchement, c'est la première fois que je reçois 2 personnes dans le podcast. Je suis un peu intimidé, hein, je te dis la vérité. Hein. Je suis un peu stressé. Rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter à ceux qui écoutent les podcasts Cross and Run? Yes, alors moi c'est Jade Maréchal, j'ai plusieurs casquettes. La première c'est que je suis athlète en équipe de France d'escrime, plus particulièrement au fleuret, parce qu'à l'escrime il y a 3 armes, l'épée, le fleuret et le sabre, il vous en parlera un peu plus. À côté de cela, je suis conférencière en entreprise pour la performance, j'ai créé mon entreprise en 2019. Et dernière et récente casquette, je suis à la tête d'Edge Unlimited. Je suis cofondatrice de cette entreprise et avec une amie de l'équipe de France, Eva Lacheret, qui sera au jeu cet été. Et on propose des formations pour faire le parallèle entre monde du sport et monde professionnel. Trop de casquettes. Ouais, trop de casquettes. Vraiment, j'ai mal au crâne. Moi j'en ai moins. Moi, je suis ancien athlète de haut niveau. En junior, j'étais en équipe de France. Et après, il va falloir faire un choix. Soit je continuais comme Jade à l'INSEP et là, 5 heures par jour. Soit je reprenais l'entreprise familiale avec mon frère. C'est la voie que j'ai choisi de prendre, tout simplement. Donc, ouais, j'ai repris l'entreprise familiale. On est 20, beaucoup de boulot, beaucoup de taf. Et c'est pour ça que j'ai continué l'escrime, mais plus calmement. Et qu'est-ce que tu fais dans ton entreprise ? Donc, commercial. C'est Jade qui pose la question, c'est plus moi. Hein, Vas-y. On vend de l'huile, on commercialise de l'huile alimentaire en grosse quantité auprès des industriels français. Ok, ça marche. Mais écoute, Toi, Quentin, qu'est-ce que tu fais ? moi, ce que je fais actuellement, je travaille chez Nutrimuscle, je fais des podcasts. À côté, j'ai créé mon agence. Et j'ai encore un autre projet, mais je vais pas le dire parce que c'est un peu secret. Mais écoute, en tout cas, c'est cool parce que tout le monde a des projets un peu différents. Et aujourd'hui, c'est ce qui nous unit autour de ce micro. Forcément, il faut qu'on parle d'escrime. Comment a commencé un petit peu votre amour pour ce sport? Parce qu'on sait qu'en fait, en France, je crois que l'escrime, c'est un sport qui est français, non? Initialement. Ah oui. Donc, tu as une grosse histoire aussi, tu vois, pour ça. On parle français à l'international. En fait, l'escrime, c'est le sport où le français est bien représenté. À l'international, cet été, on va voir les phrases d'armes en français. Et c'est le sport qui rapporte le plus de médailles à la France dans tous les Jeux Olympiques confondus. Mais écoute, on apprend toujours dans ce podcast, c'est magnifique. Et du coup, comment vous avez commencé l'escrime tous les deux? Alors moi j'ai commencé l'escrime parce que je suivais au départ mon frère qui faisait des compétitions en haut niveau. Je me souviendrai toujours à un moment donné je l'accompagnais en Coupe d'Europe et ça a toujours été un peu mon modèle et l'objectif à dépasser. Et je suis content parce que j'ai réussi. Magnifique. Mais voilà, c'était vraiment mon père a fait de l'escrime, mon frère a fait de l'escrime et j'ai essayé, ça m'a plu. Donc j'ai continué et puis après compète, etc. Et ça s'enchaîne quoi. Magnifique. Et c'est souvent ça dans l'escrime, c'est un sport familial parce que c'est un sport qui est assez peu connu. On est sur une discipline amateur et une amatrice. Et en fait, on commence souvent parce que soit il y a un club en bas de chez soi, soit parce que quelqu'un de sa famille en fait. Pareil, c'est mon cas, ma sœur en faisait, j'ai suivi ses pas. Voilà. C'est parce que ouais, ce que j'ai dit, tu vois, l'escrime, c'est pas le sport entre guillemets sans no offense, sans offenser, mais que tu vas te dire petit, je vais en faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais même pas où tu trouves des clubs d'escrime par exemple. T'en as beaucoup plus que tu ne le penses. En fait, Okay. C'est simplement que... Alors, c'est vrai que le coût à la base est assez élevé. C'est un sport qui est connu pour être un peu cher et donc a fortiori élitiste. Mais pour autant, il y a beaucoup de choses qui sont faites et c'est en train de changer. Maintenant, les clubs mettent en place une location. Tu peux louer ta tenue, ton arme. Donc maintenant, ça se popularise quand même. Et justement, tu parles d'armes. Il y a différents types, je sais pas si c'est des armes hein, qu'on peut dire, si carrément. Ouais. C'est quoi un petit peu du coup les différents types d'armes et est-ce que du coup ça joue, comment ça se joue? C'est quoi? C'est des touches différentes? C'est quoi un peu les particularités? Vachement bien, donc je vais la laisser faire. Elle a l'habitude. Alors on t'écoute. On n'est pas dans la même arme. Il y a 3 armes, 3 disciplines différentes qui sont intimement liées à l'histoire. L'arme de duel par excellence, l'arme de combat, c'est l'épée, donc l'arme que pratique Thomas. C'est une arme de duel et le but c'était de tuer son adversaire à l'époque. Ça a bien changé. Et donc du coup on pouvait le tuer par n'importe quelle partie du corps. Donc on touche de la tête aux pieds. C'est bien ça. Exactement. Ah ouais, donc c'est super technique. Enfin, c'est ok, on en parlera après, mais ok, d'accord. Ouais, t'es encore plus technique. C'est le fleuret. Oh, le petit pic. Non, attends, on va partir sur ce débat. Non, c'est pas vrai en plus. Et donc, tu as le fleuret. Et le fleuret, en fait, ça a été inventé pour s'entraîner à l'épée. C'est une arme qui est plus légère. Donc, à l'époque, l'épée, c'était très lourd. Entraînement, du coup. Voilà. Elle le vend bien. Hein. Et donc, on touche aussi la plus petite zone. On apprend à être précis avec le fleuret. Donc, on touche que le buste et le dos.
Et troisième arme qui n'est pas représentée aujourd'hui, c'est le sabre. Le sabre, c'est une arme de cavalerie. On touche tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture parce qu'à l'époque, on voulait tuer son adversaire et récupérer son cheval, donc il fallait pas le sabrer. Donc on a gardé cette tradition. Alors, dernière arme, non, parce que la dernière arme, c'est le sabre laser qui C'est arrive vrai. dernièrement. Ah, Faut c'est le vraiment dire. que j'ai des compètes, toi. Voilà, il faut pas rigoler. Hein, mais Je rigole pas. c'est très sérieux. Il y a des compètes qui s'organisent maintenant. J'ai pu en faire il y a pas Ok. il y a 2 mois. Franchement, c'est cool. Je sais pas si j'en ferai en compète et tout, mais j'ai kiffé le faire. Ouais, mais j'ai vu en plus d'un reportage justement un peu dessus. Et toi, du coup, comment tu t'es dit, je vais faire de l'épée et du fleuret pour toi, Jade? Alors tout le monde commence au fleuret quand même. Hein. Ouais. Ah, tout le monde commence au fleuret? Ok. C'est comme elle a dit, le fleuret c'est une arme qui est légère, qui est assez souple, donc les petits en général ils commencent par ça, et après soit on se dirige vers le sabre, soit on se dirige vers l'épée. Et moi, mon père a fait de l'épée au fleuret, on peut rester au fleuret. Ouais. Moi, mon père a fait de l'épée, mon frère a fait de l'épée, et du coup c'était la suite logique. Dans mon club, il y avait soit sabre, soit épée. Je pouvais pas continuer au fleuret, moi. Après, je sais il y a des clubs qui sont spécialisés en général dans une arme. Moi, on est un peu spécialisé dans deux, mais du coup, j'ai décidé de faire de l'épée pour rester dans la même dynamique. Puis ça me plaisait, donc. Mais en fait, il y a des maîtres d'armes, ce qu'on appelle, c'est les coachs à l'escrime, sont vraiment des maîtres d'armes. C'est un sport qui a beaucoup de valeurs. On est sur un sport d'art martial, donc il y a beaucoup de valeurs de respect. Donc on respecte notre maître d'armes. Et chaque maître d'armes est spécialiste dans une arme en fonction de ce qu'il préfère. Donc moi, par exemple, j'ai commencé à Bordeaux. C'était c'était le fleuret qui était pratiqué là-bas. Donc naturellement, je suis allée vers fleuret. Et en plus, du coup, comme tu as dit, tu as différentes zones touchées. L'arme, elle est plus ou moins lourde. Toi, actuellement, enfin, même vous deux, hein, vous serez pas aussi fort. Par exemple, toi au fleuret et toi, j'ai oublié déjà comment tu dis l'épée. Voilà, c'est vraiment. Maintenant, t'es spécialisé. Enfin, c'est vraiment, tu te spé dans l'arme, quoi. Oui. Ah oui. Et moi, si je me mets à l'épée, on va tous les deux se débrouiller, tu vois, dans les armes. Oui. Mais par contre, il me gagnera largement à l'épée et je le gagnerai au fleuret. Il y a des armes des histoires de convention. C'est un sport de maturité. L'âge d'or pour avoir une médaille olympique, on dit que c'est 28-32 ans. Ah ouais, Parce qu'il faut que tu fasses des matchs, que tu te confrontes à des styles de jeu différents. L'escrime, c'est génial pour ça. C'est pour tout gabarit, c'est pour toute taille, tout âge. Parce que, voilà, c'est un sport où c'est un peu comme les échecs. Plus t'en fais, plus tu deviens performant. Il faut bien plus de 10 000 heures au compteur pour être champion olympique. la fameuse donnée, ouais. Voilà, donc c'est ça qui est chouette. Mais chacun est expert dans son domaine. Ah, c'est magnifique. Et du coup, on sait que maintenant, bah, t'as Jade, voilà, toi, t'as continué au haut niveau. Toi, Thomas, t'as pas forcément continué. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, au bout d'un moment, bah, entre guillemets, là, tu fais le choix de continuer ou pas à haut niveau? Ça, c'est un choix. Hein. C'est purement personnel. Moi, comme je t'ai dit au début, j'avais vraiment deux options. Soit je continuais dans le sport, et j'avais une chance de réussir. Mais là, dans ta tête, tu sais que s'il y a une blessure grave, bah voilà, c'est terminé, quoi. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Soit je reprenais l'entreprise familiale, c'était quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Et moi, j'ai été sportif de haut niveau tard dans ma carrière. J'ai percé en junior 3 où j'étais 4e français, je partais en Coupe du Monde, etc. Mais c'était vraiment tard, donc c'était... T'avais quel âge, du coup? Parce que Junior 3, je me rends pas compte de ce que J'avais c'est. 20 ans, pardon. Ah, donc en fait, t'as Junior 1, 2, 3? C'est ça? Ok, ça marche. Et donc soit je continuais, et voilà, ça aurait été cool, soit je reprenais l'entreprise familiale. C'est un choix personnel, hein, et j'ai préféré reprendre l'entreprise familiale et continuer l'aventure avec mon frère et faire quelque chose de grand, quoi. On essaie de faire quelque chose de grand et de développer l'entreprise. On a vraiment ce mindset-là. En fait, la notion qui est identique chez lui comme chez moi, c'est la notion de temps. En fait, c'est-à-dire que moi, pourquoi on fait un choix, c'est parce qu'à un moment donné, tu as un planning, tu as 24 heures dans une journée, et on a tous les deux un objectif à haut niveau. Et c'est ça qui nous lie aussi dans notre couple même, c'est que on est à la tête d'entreprise tous les deux. Hein. Être athlète aujourd'hui, c'est être à la tête d'une entreprise. Il faut pitcher sa carrière pour trouver des sponsors, il faut tenir un budget, il faut communiquer. C'est exactement ce qu'il fait dans sa boîte, bon, avec d'autres données et d'autres problématiques, mais c'est vraiment un athlète, malheureusement, il peut pas mener de front de projets aussi gros. Donc, surtout en France, c'est très compliqué. Au niveau scolaire, on nous demande rapidement de faire un choix, alors que c'est pas vrai. Enfin, moi, j'ai 2-3 casquettes, donc on peut le faire, mais à des échelles différentes, effectivement. Et toi, du coup, enfin, admettons, tu vois, Thomas, en escrime, si t'avais percé plus tôt, est-ce que tu penses que tu aurais continué à haut niveau malgré l'entreprise familiale? Je pense pas.
Oh, la remise en question. Ouais, vraiment, j'ai vu dans son regard, il s'est dit, oh, la question de fou. Non, mais c'est une vraie question, mais je pense pas parce que pour moi, c'était vraiment un rêve de reprendre l'entreprise. À la base, on devait pas la reprendre tous les deux avec mon frère, mais enfin, du moins, quand on était jeunes, on en parlait pas vraiment clairement avec des mots qui étaient posés comme ça. Mais ouais, je pense pas parce que c'était plus un loisir. Tu vois, quand j'étais petit, je faisais de l'escrime. Et mon rêve, mon objectif, tous les jours, quand je me battais en compète, c'était de battre les plus forts. Et ce qui était dur, peut-être, c'est pas l'objet du podcast, mais Ouais, tu peux en parler, vas-y. Hein. une fois qu'on arrive, Dis pas de ce que tu veux. Dis ce que t'as sur les cœurs. Ouais, vraiment, on t'écoute. Hein. quand ton objectif, ça a toujours été de battre les plus forts, et que d'un coup, t'arrives à être dans les plus forts, après ton objectif, il change parce que maintenant, c'est tout le monde qui veut te battre, tu vois. Dans la tête, ça change quand même pas mal de choses. Du coup, faut te réhabituer à ton nouveau statut, entre guillemets. Tu te bats dans les couloirs, t'entends, je tire contre précis, machin. Et ça fait bizarre, tu vois. Tu te prends une claque un peu. Et du coup, faut te réhabiliter. Et, j'ai kiffé ce moment. Mais ouais, je pense pas que j'aurais continué. C'était vraiment un loisir à la base. Ouais, tu voyais ça comme ça, quoi. Ouais. Et toi, du coup, Jade, à l'inverse? Mais alors moi, pareil, maturité tardive, j'ai commencé le haut niveau, j'ai percé pareil dans mes années juniors, donc je suis arrivée tardivement, j'ai commencé à 9 ans, ce qui est quand même assez tard. C'est quoi l'âge où tu commences les meilleurs, généralement? 6 ans, on va dire. Au 15 ans, c'est l'âge, beaucoup de champions ont commencé à 6 ans à l'escrime. Et moi, par contre, c'est pas ce challenge-là qui m'a drivé dans l'escrime. C'est la compète. Je veux être première, en fait. C'est vraiment comme dans ma vie à côté. Je suis la dernière d'une famille de 5 filles. Donc peut-être que cette idée de dépasser les autres, ça vient de là. Mais c'est ça qui me motive. En fait, je vibre qu'en compète. Alors j'ai une gestion des émotions qui est compliquée parce que je suis intense dans toutes mes émotions. Quand je suis triste, je suis hyper triste. Quand je suis heureuse, je suis hyper heureuse. Ça fait de moi quelqu'un qui croque la vie à pleines dents. Mais par contre, quand ça va pas et que j'ai des déceptions, là, il faut me ramasser à la petite cuillère et heureusement qu'il y en a qui sont là. Mais ce qui me drive dans l'escrime, c'est la compète et c'est pour ça que je suis toujours là. Et je pense que, tu vois, même quand je me remets en question comme beaucoup d'athlètes, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, surtout après une phase olympique, en fait, j'y reviens parce que je vois pas ma vie sans me repousser mes limites, pousser plus lourd et aller plus fort. Voilà. C'est ça qui, moi, me drive plus que battre des champions. Je veux être championne, quoi. Ouais, c'est fort parce que mine de rien, t'as quand même une nuance, tu vois. Mais enfin, moi, ce qui me fascine aussi, c'est qu'au départ du podcast, on comprend que chacun a ses projets. Ouais. Toi, comment t'arrives à mener une carrière de haut niveau avec tout ce que tu fais à côté? Bah, à cette question, je réponds très souvent que c'est de l'organisation. Je suis vraiment Miss Orga, je crois. J'écris tout. C'est obligé en vrai. T'es T'as obligé. pas le choix. Et ce que je dis même, c'est que je planifie. Tu vois, franchement, c'est un discours qu'on a aussi le mode couple, c'est que on se prend un temps où on compare nos calendriers, et je veux absolument qu'ils soient au courant de ce que je fais cette semaine, que je suis au courant de cette semaine. On a un calendrier partagé, et on en vient même à programmer nos temps off, en fait. Et pour moi, c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs activités, lui comme moi, mais on a trouvé notre équilibre dans trouver des activités ressources. Des trucs qui te prennent 5 minutes dans ta journée que moi je planifie, c'est-à-dire que mes méditations de 5 minutes, si je les écris pas dans mon calendrier, laisse tomber, je les ferai jamais, quoi. Et même dans nos programmes, on a, tu vois, les week-ends de compétition, il y en a plein. Les stages, je suis souvent partie à l'étranger, donc on bloque, on se dit ok, là ce week-end, c'est un week-end où on écrit, week-end rien, on se repose et juste on fait rien, on programme rien, même si j'ai une sollicitation, on s'engage à pas en mettre. Du mieux possible parce que c'est trop important. Ça arrive pas souvent, ça, quand même. Ouais. Les week-ends, rien. C'est inspirant parce que tu vois, pareil, Thomas, du coup, toi, on a compris que forcément, quand tu gères ta boîte, t'as beaucoup de taf aussi à faire. Et ce qui est pas mal, en fait, c'est que je pense que du coup, vous deux, vous comprenez mine de rien. Parce que du coup, toi, tu vois que Jade, elle est occupée, toi aussi, t'es occupé. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que votre couple, il fonctionne bien, tu vois. Et justement, comment vous arrivez peut-être à gérer les hauts et les bas de chacun, tu vois. La question qui tue, ça. J'ai mis un froid direct, je suis désolé. Non, mais c'est une très très. Parce que Jade disait qu'elle était hyper émotive, tout ça, tu vois, et comment ça se passe, comment tu l'accompagnes, aussi comment t'accompagnes toi. Parce que c'est pas forcément tout le temps facile, tu vois. Bah déjà, en fait, quand je crois que c'est une vraie donnée, je crois que 90%, je vais pas m'assurer du chiffre, mais beaucoup de sportifs de très haut niveau sont des hypersensibles. Parce qu'au bout d'un moment, tu dois être hypersensible quand je sais pas trop comment expliquer, mais je crois que beaucoup de sportifs sont hypersensibles. Donc du coup, moi je le suis à ma manière, elle l'est.
Donc en fait, on se comprend. C'est-à-dire que elle, vu que moi j'ai vécu à une moindre échelle ce qu'elle vit en ce moment, ben, je sais ce qu'elle ressent. Donc je vais pouvoir l'aider. Après, on communique beaucoup. La communication, c'est la clé de notre couple, je pense. Ouais. Et donc, quand quelque chose va mal, on en parle à l'autre, et du coup, l'autre va réussir à trouver les mots parce qu'on se connaît. Donc, c'est ça, communication. Et après, au quotidien, en fait, je pense notre couple, on s'en sort aussi parce qu'on est très occupés tous les deux. Et je pense que s'il y en avait un qui était nettement moins occupé, Ça marcherait pas, impossible, ouais, je pense. en fait, ça marcherait parce qu'elle comprendrait pas et inversement. Là, ça arrive très souvent où on sort d'une construction d'une usine. On a déménagé de site, on a construit une usine, ça nous avait 3 ans, c'était hyper lourd. Et quand je lui disais, là, je peux pas rentrer, je suis avec l'architecte, ou je peux rentrer, je suis avec machin, elle comprend. Et du coup, on parle, elle accepte. On se voit plus tard dans la soirée, mais elle accepte. Et après, quand elle vient de dire, nous, on habite à Orléans. Du coup, on habite à Orléans, elle a une chambre à l'INSEP, mais de temps en temps, elle revient. Et donc, de temps en temps, elle est censée revenir, et elle me dit, non, là, j'ai le son, ça durait plus longtemps que prévu, ou quoi, j'accepte. Et du coup, elle revient pas. Donc, c'est du temps où on se voit pas, mais on l'accepte. Et c'est vraiment, on se comprend, quoi. On sait ce que vit l'autre, et on sait, du coup, à quel moment il faut accepter les choses. Après, faut pas être trop laxiste non plus. Le but, c'est de se voir un peu, donc. mais voilà, je pense que c'est là les clés de... Ouais, et tu vois, je fais beaucoup de conférences et moi, plus je grandis, plus je me rends compte que l'entourage, tu vois, un athlète, il y a beaucoup d'idées reçues comme quoi un athlète, il doit être égoïste, qu'il doit marcher tracer sa route sans se fier aux commentaires des autres. Je trouve qu'il y a vraiment une part de réel là-dedans et il faut savoir être égoïste à des moments. Mais franchement, l'entourage, je crois que c'est sincèrement la clé. Quand tu commences, s'il n'y a pas tes parents pour t'emmener sur une piste ou dans un terrain, faire le taxi, financer ton projet, tu seras pas athlète. Et plus tu grandis, les parents ils sont là mais un peu moins. Et franchement, une amie, un membre de la famille, ton partenaire, c'est essentiel. Et je conseille toujours de trouver cette personne que tu peux appeler à n'importe quel moment de ta journée, de la nuit, à des milliards de kilomètres et qui répondra. Et tu pourras déverser ton flot de larmes, de tristesse, de frustration. Et c'est complètement son rôle en compète. Tu vois, dès que je perds, c'est la première personne que j'appelle. Et que je sois énervée, en colère, je lui déverse tout. Et lui, il me dit, il écoute, tu vois. Et il est OK ou pas, il me le dira après. Mais c'est trop important de trouver cette personne-là pour vider ton sac et tout de suite te remobiliser sur autre chose. Si tu le gardes pour toi, ça va être galère, quoi. En plus, ça te rassure aussi, ouais, d'avoir quelqu'un comme ça. Je te laisse parler, excuse-moi, Pour Thomas. rebondir ce qu'elle dit, parce que tu vois, là, on est arrivé à ce stade-là où elle m'appelle effectivement et j'écoute, etc. Mais au début, c'était compliqué pour moi parce qu'on fonctionne pas pareil, tu vois. C'est-à-dire que moi, si je perds et que ça, je suis énervé, j'aurais besoin d'avoir des explications sur pourquoi je perds. Donc, je vais dire, OK, il s'est passé ça, et je vais attendre qu'elle m'explique, OK, Des solutions. Ouais, des solutions. Je veux des solutions. Pourquoi Ouais, A plus B, pourquoi t'as... Ouais, c'est ça. ok. Alors que elle fonctionne pas pareil. Du coup, lorsqu'au début elle m'appelait, elle me parlait des trucs, elle me dit ouais, il se passait ça. Et du coup, moi je lui disais mais pourquoi t'as mal ça, tu vois, t'aurais pu faire ça. Et elle me disait au début ça marchait pas, elle me disait mais arrête de dire ça, je veux juste que tu m'écoutes pareil. Je veux du soutien. C'est ça, je veux du soutien. Lui, il a besoin de solutions à les problèmes. Et moi, j'ai juste besoin qu'il me conforte limite et qu'il me dise OK, je comprends ce que t'as. T'inquiète pas, on est ensemble, tu vas réussir, tu vois. Et quand on a compris ça, laisse tomber, ça part, quoi. Ça, c'est fort parce que justement, en fait, il y en a plein qui n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, la personne en face de toi, elle pense pas comme toi. Tu vois, forcément. Et pour ça que du coup, manque de communication, ça clash, on n'avance pas, et c'est un peu le bazar. Justement, toi, ton côté hypersensible, comment t'as réussi à l'appréhender aujourd'hui? Oh, vraiment, alors déjà, c'est pas du tout gagné. Mais par contre, il y a vraiment une évolution, t'es d'accord? Au départ, tu vois, quand j'ai commencé à avoir un suivi prépa mental à 16 ans, ce qui est quand même assez jeune. Ah, c'est tôt, ouais, mais c'est très bien, ouais. Enfin, Mais je trouve que c'est bien, ouais, de ouf, ouais, carrément, c'est clair. Pourquoi? Parce que quand j'étais sur la piste à 16 ans et qu'il y avait -3 au score, laisse tomber, c'était la fontaine sous le masque, je pouvais me débrancher, c'était pareil. Ah ouais. Débrancher, c'est quitter la piste. Ouais. Et Ah, tu débranches, ouais, parce que quand tu piques, ok, j'ai compris. Ouais. Oh là là, quand tu piques. Quand tu touches. C'est pas piqué? Ah, ok. Ouais, je suis un peu, comment tu dis L'habitude de l'apéro. Ouais, je suis... Et donc à ce moment-là, c'est une prof à l'école qui m'a dit écoute, je connais quelqu'un, un prépa mental qui peut t'aider. J'ai commencé ce travail avec lui et en fait, il m'a déjà appris à appréhender l'échec
C'était ma première grosse brique. Ensuite, deuxième brique, ça a été juste apprendre à me connaître. Et aujourd'hui, je continue ce travail psychologique-là et comprendre que le stress, c'est quelque chose de hyper positif. Ça m'a aidé. Apprendre à repérer mon stress, c'est-à-dire que maintenant, en fait, avant même que les conséquences du stress apparaissent vraiment en tant que telles, je sais le repérer aux prémices, tu vois. Je sais que quand je commence à me sentir lourde, quand je commence à avoir chaud alors que j'ai rien fait, quand je commence à avoir des hypothèses sur l'issue d'une compétition, là, je suis en situation de stress. Et donc, dès que j'ai repéré, j'ai des automatismes. Hop, je me refocalise sur l'instant présent. J'imagine ce qui se passe dans mon corps quand je m'échauffe. Je regarde l'état de ma salle. Par exemple, j'essaie de repérer où est la piste 1, la piste 2. Tu vois, les trucs hyper terre à terre qui m'empêchent de stresser. Donc ça, c'est vraiment une force. En plus, ce qui est fort, c'est qu'à 16 ans, en fait, comment t'as eu la maturité de te dire, là, faut qu'on m'aide là-dessus? On t'a conseillé ou c'est toi toute seule qui t'es dit, vas-y, je vais essayer un truc? Non, moi, à cet âge-là, t'as pas conscience. Donc c'est Bah ouais, c'est ça, voilà. Ouais. Courage. Tu vois, c'est fort l'entourage, comme quoi à chaque fois on en parle. J'ai une question aussi qui me taraude un peu l'esprit. Est-ce que vous diriez que l'escrime, vous êtes dans vos projets et inversement? Bah tiens, toi, ça m'intéresse que tu réponds mon premier. Bah écoute, Thomas répond. L'escrime ou le sport en général de haut niveau nous apprend énormément de choses. C'est-à-dire que l'aspect compétitif, tu vois, moi j'ai grandi, mon maître d'armes s'appelle Francisco Batista, je lui tire mon chapeau, c'est lui qui a un peu fait mon éducation au niveau du mindset. Et il m'a toujours dit, t'inquiète pas, tu vas y arriver, si tu travailles fort, si tu travailles dur, tu vas finir par y arriver. Ça va peut-être prendre du temps, mais tu vas y arriver. Et quand j'étais en junior 1, j'avais un blocage, j'arrivais pas à passer le pas, tu vois, percer dans le sport, alors que je me donnais à fond. J'étais jamais une minute sur le banc à l'entraînement, je m'entraînais tout le temps et je comprenais pas, ça m'énervait, tu vois, de ne pas y arriver, tu vois. Toi, dans ta tête, c'est dur parce que tu sais que tu donnes tout, pour l'instant, ça passe pas, mais tu continues, tu t'entraînes. Il m'a toujours dit un truc aussi, c'est rien n'est impossible. Et ça, tu vois, t'as la leçon, t'es contre lui, t'y arrives pas, il t'inquiète pas, tu vas y arriver. Vas-y, continue, tu vois, ça m'émeut un peu. Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Moi aussi, je suis ému, hein, tes bêtises, là. Je repense à ce moment-là, tu vois, et il m'a toujours dit, ça va payer, t'inquiète pas, rien n'est impossible à part deux choses, vivre éternellement et choisir sa famille. Donc on peut choisir sa famille d'amis, mais sa vraie famille, on la choisit pas, et c'est les deux seuls trucs qui sont impossibles. Et dans ta tête, quand tu as grandi avec une personne qui t'apprend ça, il te martèle ça dans ta tête. T'es conditionné, en fait. Conditionné. Ouais. Et pour toi, tu sais que tu peux avoir sincèrement, il peut y avoir Romain Canen, je lui lance pas le défi, hein, mais il peut y avoir Romain Canen en face de moi, dans ma tête, je peux gagner. Et c'est pas, je vais avoir aucun doute sur ça, et je vais tout faire pour gagner. Je gagnerai peut-être pas, mais dans ma tête, j'ai aucun doute sur mes capacités et sur le fait que je peux gagner ce match, tu vois. C'était la minute philosophique. Moi j'adore, vas-y continue, moi j'aime bien, j'apprends des trucs, c'est trop bien. Non, donc du coup, là où je vais rebondir, c'est que du coup, quand tu as grandi dans un esprit comme ça, quand on te dit, ok, on veut développer l'entreprise, il faut construire une nouvelle usine, vas-y go. Parce qu'en vrai, ils se rendent pas compte, les gens, mais t'es quand même jeune, tu vois. Et je pense que faire ce que tu fais à ton âge, en vrai, pareil pour Jade, hein. En vrai, c'est quand même des pressions, et en vrai, il faut avoir les couilles d'y aller quand même, tu vois, on parle un petit peu creux. Donc non, ce que tu dis, c'est intéressant, mais je t'écoute la parole, vas-y, termine ce que tu disais. Voilà, faut vraiment. Moi, je pense que le pire ennemi de tout le monde, je pense à des amis qui veulent faire des choses par eux-mêmes, l'entrepreneuriat, etc. Et en fait, les gens, ils se mettent en tête que ça va être compliqué, que c'est dur. En même temps, peut-être que au début, tout le monde, hein, on s'est tous dit ça à un moment donné. Ah non, c'est mis en question, on s'en fout, on s'est mis en question. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bien sûr. C'est pas, on y va. Et puis si tu perds un match, là je parle du sport, mais ça peut être dans l'entrepreneuriat, tu perds un match, c'est pas grave. Tu continues, tu réessayes. Ouais, je pense que c'est vraiment ce que ça nous apprend plus, la persévérance et la résilience. C'est vraiment. Et tu vas y arriver, mais faut pas. Moi, pareil, je perds 14-2 en match d'escrime, c'est en 15, un match. Dans la tête, j'ai pas perdu. Je me dis, tant que le gars il a pas mis la dernière touche, moi je peux gagner. Hein. Et c'est parce que aussi, ton expérience fait que ça. Je me suis déjà prouvé ça quand j'étais sur la piste. Tu vois. Une fois, je me souviens, j'étais tout petit là, bro, je devais être en cadet ou minime, donc je devais avoir 15-17 ans, et je perdais 14-10. Et je me souviens, je me retourne, et je dis, putain, je crois que j'ai compris. Et alors, t'as galéré tout le match, tu vois, mais tu te dis, ok, j'ai compris. T'essayes le truc, ça passe. Tu réessayes, ça passe. Tu réessayes, ça passe. Le mec, tu restes dans la dynamique, ça passe. Tu gagnes 15-14. J'ai mis 5-0. Et parce que dans ta tête, il y a eu le déclic. Et parce que j'ai pas abandonné, tu vois. Si à 14-10, tu te dis, ok, c'est bon, c'est mort, c'est sûr que t'as perdu, tu vois.
Mais donc, c'est d'état d'esprit, ça te forge, en fait. Le sport te forge. Si tu le fais vraiment à fond et tout, ça te forge. Et c'est ça qui t'apprend dans ta vie en parallèle que tout, rien n'est impossible, ou toutes tes valeurs que t'as, ça peut se répercuter. D'où tes formations, et là où c'est hyper pertinent. Et j'ai eu la chance de participer à quelques conférences et tout, et les gens, ils écoutent, ils ont la bouche ouverte, mais j'exagère même pas. Mais c'est sûr. Et tu m'épates d'ailleurs, je t'avais déjà dit. Donc... Oh, c'est trop mignon, arrête. Mais voilà, donc c'est ça, pour moi, c'est ce que le sport m'a appris et ce qui me sert au quotidien dans ma vie de chez l'entreprise. Et en plus, je me rends pas compte, mais moi, je fais beaucoup de tennis, tu vois, petit. Et c'est vrai que c'est un sport où en fait, t'es seul au tennis. Et tu vois, c'est un sport où, en fait, d'un coup, tout va bien. Moi, j'ai eu des matchs, je gagnais 6-0. Et après, je perds 6-4, 6-4. Ou 6-4, 6-0, tu vois. Est-ce qu'à l'escrime, t'as aussi un peu ce truc de... Mentalement, c'est un sport qui est dur. Et en fait, du coup, t'apprends beaucoup sur toi. Oui, c'est un sport. Alors, on a la chance de faire 2 sports en un, c'est-à-dire que tu as une discipline individuelle plus une discipline par équipe. Donc, c'est vraiment une chance, je trouve. Mais ça a aussi son lot de contraintes, c'est-à-dire que le samedi, tu peux faire ta compète en individuel et le dimanche, tu dois faire équipe avec sans doute tes coéquipiers, tes adversaires de la veille. Ok. Je switch tout de suite de mindset, comme tu disais. Donc, effectivement, ça t'apprend à devenir autonome. C'est par exemple l'un de mes challenges, moi, c'est que j'aime le soutien des autres, j'ai besoin de l'autre pour performer. Donc sur la piste, t'es seul sous le masque, t'es seul à prendre tes décisions. T'as pas le temps d'avoir un coaching, un break assez long pour avoir un coaching et qui te dise concrètement ce que tu vas faire à la touche suivante. Donc tu dois te remettre en question et c'est, comme tu dis, fort de toutes tes expériences et de toutes les réponses que tu as eues dans tes précédentes années d'escrime que tu vas petit à petit forger ton jeu et ta capacité cérébrale. Donc, tout ça prend du temps. Moi, je pense qu'on a un gros job d'introspection. Je fais beaucoup de yoga, beaucoup de méditation, j'écris énormément. Et franchement, mettre des mots sur ce que tu vis, tu vois, après chaque compète, je me force à faire cet exercice de noter 3 points positifs et 3 points négatifs de ce que j'ai vécu aujourd'hui. Si t'as gagné, t'inquiète, c'est hyper facile. 3 trucs positifs, c'est hyper bien. Même les négatifs, tu les trouves. Ouais, j'ai pas assez bu, mon échauffement était moyen. Ça, c'est facile. Mais même quand tu perds, tu dois te forcer à trouver 3 trucs négatifs, 3 choses positives, parce que c'est ce qui te fait avancer. Et le cerveau, parfois, le simple fait d'écrire des choses que tu as dans ta tête, mais le fait de mettre des mots dessus, t'as déjà fait la première étape pour changer ton mindset et changer ta capacité à performer. C'est hyper fort ce que tu viens de raconter. Moi aussi, il faut que je le fasse. Et j'aime bien parce que c'est des petits conseils, tu vois, que en vrai, pas beaucoup de gens font, etc. Mais non, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Je vais revenir un petit peu sur un point qu'on a abordé avant. Mais ok, enfin, gérer tous tes business, tout ça, ça demande du temps. Mais toi, tu as quand même une carrière pro, on va dire, en escrime. Est-ce que c'est pas pénalisant aussi pour toi de faire tout ça à côté pour performer au meilleur niveau? C'est un combat que j'ai mené pendant pas mal de temps, notamment auprès des coachs. On est d'accord que les coachs ne sont pas toujours ouverts à ce que tu aies une double ou triple casquette parce que ça prend du temps, ça prend de la bande passante. Comment ils l'ont abordé du coup ça? Au départ, ils m'interdisaient. Donc moi, j'ai changé de staff plusieurs fois dans la fédération. Mais j'en m'en souviens d'un qui me limitait par exemple au nombre de conférences que je pouvais faire par mois parce qu'ils pensaient que ça prenait du temps. C'est vrai, ça prend du temps. C'est vrai, ça me prend de la bande passante. C'est vrai que c'est chronophage. Mais d'un autre côté, en fait, maintenant, tu vois, je me vois vraiment comme une femme qui s'affirme un petit peu dans ce domaine-là, en tout cas. C'est bien, ouais. C'est que je sais ce qui est bon pour moi. Et je sais que si je ne fais que de l'escrime, et j'ai essayé, moi, ça me mine complètement. Et en vrai, c'est une tendance assez globale chez les athlètes. On est tous hypersensibles, on est tous hyperactifs, je trouve. Que ce soit dans le monde artistique, maintenant, tu vois, j'ai une amie qui est chanteuse et sportive, j'ai une autre qui crée ses propres tapis, Blandine Pont, judokat, et qui est athlète. Aujourd'hui, le cerveau, il n'est pas monotâche et c'est à la mode. Même toi qui fais de l'entreprise, tu as ta passion de voiture à côté. Enfin, on est bon pour être... J'étais pas au courant de ça, faut qu'on en parle. L'humain, il est fait pour être multitâche, en fait. Et en fait, il y a juste un truc hyper important, c'est qu'il y a un temps pour tout. C'est pas vrai quand on dit qu'on a 50% de ta vie d'athlète et 50% de tes chefs d'entreprise. C'est absolument faux. En réalité, t'as 1 heure où t'es à 100% sur l'escrime, 1 heure où t'es à 100% sur la casquette de conférencière et j'en passe. Ton cerveau, il peut faire plusieurs choses, mais pas en même temps. Et c'est juste ça que j'ai compris. Et puis, en fait, c'est tellement important de se sentir capable dans d'autres domaines. Parce que je vous assure que quand vous êtes attendu sur un championnat du monde pour être médaillé, parce que toute la saison, t'as fait des Coupes du Monde médaillées,
et que tu n'y arrives pas et que tu as la médaille en chocolat, eh ben c'est hyper dur. Et de te dire que Jade, ça reste que du sport. Quand tu rentres à la maison, tu as une boîte de conférences, tu as une entreprise de formation qui tourne, ben, tu prends de la confiance en toi, tu vois. Et même, je fais des activités de mannequinat un peu, je fais un peu de photos. Tous ces trucs-là, j'essaie de voir le positif de ce que ça m'apporte. Un peu de confiance en moi, un peu de visibilité. Et tout ça, ça fait que tu as confiance en la personne que tu es et tu te définis pas que par une étiquette. Et c'est trop important. Donc en fait, finalement, peut-être que ton niveau en escrime est meilleur qu'avant grâce à tes projets. Mais carrément, complètement. Et même toi, tu vois, lui maintenant, il fait de l'escrime en loisir. Et parfois, tu me dis même, le fait d'avoir une grosse casquette à côté qui me définit plus principalement, ça lâche des... Ça demande pourrait lâcher prise, tu vois, aussi. Exactement. Là, malgré mon activité études d'entreprise, j'essaie de continuer l'escrime. Donc, je m'entraîne 3 fois par semaine. J'essaie de trouver ce temps-là. J'arrive tout le temps en retard d'entraînement. Il ne chauffe pas, c'est gravissime. Bon, mais chacun ses petits trucs, tu vois. Moi, elle a besoin d'un compète de faire 3 fois le tour de la salle pour voilà. Moi, si j'arrive 1 heure avant, en fait, je vais monter la tête. Ouais, tu t'ennuies. Tout seul, je vais m'emmerder, je vais être là. Non, ça commence quand? Moi, je vais passer à l'action, tu vois. Et donc, chacun fonctionne différemment. Et c'est là où les aides extérieures, les prépas mentaux, voilà, ils peuvent t'apporter parce que ils vont essayer de te donner les clés que toi-même t'as en toi et ils vont te les faire ressortir pour savoir ce que toi t'as besoin, tu vois. Et moi, ils m'auraient pas conseillé forcément la même chose qu'à Gel. Après, il y a des choses qui sont générales et donc c'est là où les clés sont super bonnes, mais que tu peux donner, ils sont super bonnes et utiles. Je veux des clés. Je veux des clés. Ouais. Les clés, ça... On m'a donné un timing de 45 minutes à respecter. Non, mais t'inquiète. En vrai, on a le temps, mais parce qu'en vrai, tu vois, là, avant que tu parles, moi, ce que j'ai retenu, c'est, tu vois, quand tu lances des projets, en fait, mine de rien, c'est déjà, faut que tu crois en toi. Et en fait, c'est de l'audace. Et en fait, quand tu vois que l'audace, mine de rien, moi, je trouve que ça paye tout le temps. En fait, après, tu prends confiance en toi, tu vois. Et au départ, quand tu disais, j'ai plus le nom de la personne, excuse-moi, je suis désolé, mais que tu pouvais le battre à l'escrime. Je sais Romain plus. Cannon. Ouais, Romain Cannon. Classique. Ouais, bah tu vois, franchement, gros respect à lui. Et bah moi, c'est pareil. En fait, demain, tu vois, de là, je crée une agence. Bah demain, l'agence, je sais qu'elle va exploser, tu vois. En fait, vraiment, j'en suis sûr maintenant. Ouais. Je suis convaincu du truc, tu vois. Mais bon, vas-y, Jade, t'as des petits tips à nous donner, on t'écoute là-dessus. J'en ai plein, je fais des conférences là-dessus, ça peut durer des heures, mais si je devais en donner quelques-unes en plus de toutes celles qu'on a données, je dirais savoir que, franchement, tu vois, il y a une phrase qui dit, c'est n'aie pas peur de viséo parce que t'atterriras parmi les étoiles. C'est un peu bateau de dire ça, mais si on peut donner un exemple très concret, tu vois, moi je disais, ouais, En vrai, c'est vrai, hein, ouais. Oui. Ouais. je disais les Jeux de Paris 2024. Alors, tout le monde en parle maintenant cette année, mais un athlète, il l'a en tête depuis bien plus longtemps. Un des Jeux, ça se prépare 4 ans avant. Là, c'était un truc bizarre. Il y a eu 3 ans pour les préparer. Mais vraiment, tu vois, au début de chaque saison, je dessine un escalier sur une feuille et je mets un truc en haut de mon escalier. Et j'ai fait un escalier il y a 4 ans et j'avais écrit Paris 2024. Et sur chaque marche, parce que ça paraît un peu inatteignable il y a 5 ans, tu vois, Ouais. mais sur chaque marche, je me suis forcée à mettre un objectif pour me paraître, pour que j'ai l'impression qu'il soit un peu plus atteignable. Parce que faire les Jeux de Paris, il y a 5 ans, je savais pas trop ce que ça voulait dire, c'était pas tangible, il n'y avait pas de sensation et d'émotion accrochée à ça. Par contre, être plus explosive, créer ma boîte de conférences, apprendre à faire telle parade riposte à l'escrime, ça c'est hyper concret et tu peux le faire dès demain en fait. Et tu peux faire ça dans chaque objectif. Tu vois, construire une usine, ouais, ok. On commence par quoi? Moi, tu me dis ça, franchement, je pète un câble là. Je me dis, quoi, qu'est-ce que je vais faire? Et ben, sur ta marche, appeler le plombier, appeler un archi, tu vois, ça, c'est des trucs hyper concrets. Et quand tu as un objectif en tête, fais ça, c'est hyper important. Et tout ça pour dire que, et ben, tu vois, j'avais un objectif de Paris, j'y suis pas cet été. Ok, ça fait mal, ok, tu as un temps de digestion, il faut le prendre, ce temps de digestion. Mais je me suis forcée à écrire sur une feuille, j'écris énormément, tout ce que j'ai récolté sur le passage de cette recherche d'atteinte de cet objectif. Et en fait, j'ai gagné tellement. Et d'être consciente de ça, et j'arrive même à dire que maintenant, c'est complètement OK de pas faire les jeux. Et j'y vois même d'autres opportunités. Et c'est le fait de mettre en lumière tout ce que tu récoltes sur ton chemin vers l'excellence qui fait que, en fait, tu es toujours gagnant, quoi qu'il arrive. Mais ça, c'est le rôle de l'autre aussi. Parfois, quand tu es dans ton truc, tu t'en rends pas compte de tout ce que tu as, de tout ce que tu as gagné dans le chemin, tu vois. Et quand tu es le premier concerné et que tu as perdu et que tu es là, tu viens de perdre, c'est compliqué de faire la rétrospection, tu vois. Et c'est là où, toi pour moi ou moi pour toi, on arrive à être là et être fort ensemble parce que je sais que quand elle perd, bah, faut la réconforter. Donc, quand je vais faire, je dis, mais regarde ce que tu as fait là. Regarde ce que tu as fait la semaine dernière. Tu vois, je lui donne des exemples précis en lui disant, mais ne perds pas ou
t'inquiète pas, ça va aller parce que justement, regarde ce que t'as fait là. C'est énorme, tu vois. Faut que tu te rendes compte de ça, continue à bosser et tes steps, tu les montes petit à petit. Tu t'en rends peut-être pas compte là à l'instant T parce que tu viens de perdre, mais t'inquiète pas, t'avances, tu vois. Et c'est ça qui est important. Mais tu sais que ce que tu dis là, même pour la progression d'escalier, moi j'ai fait un marathon cette année, celui de Paris. Wow. En fait, bah, inconsciemment, je l'ai fait ça. Parce que tu commences, bah, tu cours, je sais pas, un quart d'heure. Après, tu fais 5 km, 10, 15, 20. Tu fais un 27 ou un 30. Et après, du coup, c'est le marathon, tu vois. Et en fait, je sais que moi, le marathon m'a grave justement appris à gérer ça, tu vois. Donc, c'est ouf de voir qu'en fait, bah, chacun après le fait un petit peu à sa sauce. Et pareil, le fait de prendre du recul aussi sur la situation. Moi, récemment, bref, j'ai fait un entretien avec ma boss, tout ça. Et elle m'a dit, en vrai, parfois, prends du recul. Tu vois, tu fais tes podcasts. Tu vois, on a créé le podcast. Tu fais ton agence. T'es chez Nutrimuscle. Elle m'a dit, en vrai, prends du recul. Et c'est vrai que bah, c'est facile, en fait, d'être la tête dans le guidon. Et bah, le jour où demain, bah, par exemple, bah, pour les JO, tu te qualifies pas, tu peux peut-être t'écrouler, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est Ouais. fort, justement, tu vois, de... Ils s'en rendent pas compte, mais pour un sportif, mine de rien, c'était quand même un gros truc. Donc, c'est fort, tu vois, justement, de prendre comme ça et de se relever. Mais j'ai une question aussi, je t'aime pas poser au début de podcast, c'est la base des bases. Est-ce que l'escrime, aujourd'hui, on peut en vivre? Comment ça se passe? Au feu des sponsors On ne peut pas du tout en vivre. Ah. C'est pas un sport professionnel. Donc, je suis pas payée pour ce que je fais. On t'a pas le statut pro? Ça n'existe pas à l'escrime. Ah ouais, c'est ouf! Tous les sports que tu vois aux Jeux Olympiques, généralement, c'est des sports olympiques amateurs. Donc, bon, sauf quelques exceptions de sport co, généralement, c'est que les sports amateurs. Mais par contre, si tu te débrouilles bien et que je disais, tu es chef de ta propre entreprise, tu peux en vivre des retombées médiatiques, en fait. Les sponsors, les entreprises qui t'accompagnent, les médias qui peuvent te mettre en avant. Ça, tu peux, oui, aujourd'hui, retirer un petit salaire. Mais le combat principal d'un athlète, c'est de faire opération zéro déjà. Financer ton équipement, tes déplacements. Déjà, C'est ça, c'est dur. dur. Bah, c'est super dur, tu m'étonnes, parce qu'il faut les sponsors. Ouais. Je sais que moi, j'ai plein de personnes, mais justement, dans l'agence qu'on accompagne, ils n'ont pas de sponsors. En fait, ils sont très, très forts. On va pas se mentir. Aujourd'hui, tu peux être très, très bon. Si sur les réseaux, t'as personne, bah, les marques, elles vont pas sponsoriser, tu vois. Et c'est ce qui est dur, en fait, c'est que parfois, j'ai l'impression que quand t'es sportif, tu dois à la fois gérer ta carrière, à la fois gérer ta carrière, on va dire, virtuelle. Et c'est dur. Et bah, tu vois, ça me revient à une autre question. Mais est-ce que si actuellement, on va dire, d'escrime, toi, tu pourrais en vivre, est-ce que tu ferais tout ce que tu fais à côté? Ouais, Quand même, tu le ferais? concrètement. Parce que le nombre de choses que je fais à titre gratuit aujourd'hui, parce que juste, j'adore. En fait, c'est... Alors oui, il y a le donner pour recevoir, on est d'accord. Ça fait partie du business aujourd'hui en France. Mais en fait, même mon entourage, je me dis, écoute, Jade, il faut peut-être arrêter de faire ça gratuitement parce que, enfin, pas toi forcément, mais parce que sinon, effectivement, tu accumules les choses. Mais c'est important de garder des choses pour la passion aussi. Ouais, carrément. Il y a un dernier point, parce que Tristan vient de me dire, là, c'est l'heure. Honnêtement, faut qu'on en parle, parce que pour moi, c'est quand même une grosse reconnaissance aussi que la France a pu t'offrir. T'as porté la flamme olympique. Ouais. Bah, en vrai, bravo, mine de rien. Donc, dans les commentaires, applaudissez, sinon, vous quittez le podcast maintenant. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi de porter la flamme et comment ça se passe, en fait? Ils t'ont démarché, tu les as contactés? Voilà, un petit peu, ouais, comment ça se passe, voilà, tout ça. Encore grâce à mon entourage, parce que j'ai juste rempli en fait une candidature. Tu sais, tout le monde pouvait candidater. Je suis dégoûté. Et fallait juste que ton entourage fasse un témoignage. Alors, en réalité, je sais pas si j'étais prise pour ça ou parce que j'étais athlète. On ne saura jamais, mais à la rigueur, j'ai pas trop envie de le savoir. Pour sortir ma plus belle plume, j'avoue. Voilà, C'est magnifique. paragraphe. Mais voilà, c'est magnifique. Mais juste pour être concise là-dessus, la flamme, ça a été l'occasion de porter les valeurs de l'olympisme. Et c'est vraiment, tu vois, l'organisation Paris 2024 a super bien fait son job. Tu as un petit briefing de 15 minutes avant d'être sur le relais de la flamme où ils te disent, en fait, là, aujourd'hui, vous portez une flamme qui vient d'Olympie. Vous n'êtes que 10 000 à le faire. Donc, portez votre smile, portez votre bonne humeur. J'ai pris l'audace, j'ai pris les risques de prendre mon masque avec moi. Et ça m'a aidé à porter encore plus un message, de faire rayonner mon sport, évidemment. Mais c'est un peu grâce à lui que j'étais là ce jour-là. Donc ouais, la flamme, c'est un moment unique dans une vie, une fois tous les 100 ans à Paris. Donc un souvenir à jamais gravé et que j'ai tout de suite relaté à Thomas. Dès que j'ai terminé, je l'ai appelé pour lui raconter. C'est trop bien. En même temps, Thomas, qu'est-ce que ça fait de voir je sais pas, sa copine, sa compagne, je sais pas comment tu veux dire, mais qui porte la flamme, c'est magnifique. Là, c'est incroyable. Il y a pas grand, il y a pas eu, c'est juste incroyable d'avoir ce symbole-là que là, on a travaillé tous les jours pour. Comme elle a dit, elle a pas réussi à atteindre cet objectif, mais ce n'est que partie remise, tu vois. Dans sa tête, elle est déjà en mode, Los Angeles 2028. Et donc, c'est juste le chemin qui continue. Et donc, c'est un moment qui est hyper fort, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'honneur de porter cette flamme, et c'est beaucoup de symboles.
Et c'est vraiment, j'ai des frissons. Et pour ceux qui se demandent, la question, je te l'ai posée en off, la flamme, elle est lourde. Comment ça se passe? T'as du feu en plus dessus. Enfin, Elle fait environ 15 Ouais. kg,20 kg. ok. Elle fait 1,5 kg, donc voilà, ça va. Au bout de... C'est 3 minutes 30 le relais sur 200 mètres, donc à la fin, tu tétanises un petit peu, mais sincèrement, ça se fait, et puis on s'en fiche, on ferme les yeux, et l'adrénaline est là pour nous aider. Mais écoute, c'est magnifique. Avant de finir le podcast, juste, enfin là, si on pouvait faire un petit, voilà, peut-être donner des petits conseils, tu vois, parce que nous, on est assez jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent les podcasts, et voilà, peut-être qu'il y en a qui osent pas se lancer, parce que je sais pas, peut-être qu'ils ont peur, etc. Thomas, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Pour qu'ils se lancent et il faut y aller, quoi. Prends ta casquette de chef d'entreprise. Voilà, c'est parti. Non, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, et ce que tu avances là, je me suis planté un nombre incalculable de fois, tu vois. Et les plus grands sportifs se sont plantés un nombre incalculable de fois. Et c'est juste le fait de te relever et dire, OK, en avance, tu t'es planté, tu retiens. Tu retiens l'erreur que tu as fait pour pas la refaire. C'est surtout ça qui est plus intéressant. Tu peux te planter, tu retiens, t'emmagasines le savoir et tu avances. Et là, tu vas pas refaire l'erreur, tu vas apprendre. Et en fait, tu apprends ça tous les jours, un peu plus. Il se passe pas une journée où j'apprends pas quelque chose, tu vois. Mais par contre, je sais que je me suis planté. Donc, quand tu te plantes, t'assumes. Plein de fois, je me suis planté auprès de mes collaborateurs. Tu te défiles pas. Tu dis, là, j'ai merdé. Ça peut se reproduire. On avance comme ça. Et puis derrière, ça te met un poids en plus sur les épaules parce que t'es chez l'entreprise, tu vois. Théoriquement, t'as pas le droit de te planter. Mais voilà, c'est pas grave, tu te relèves, tu t'avances, mais c'est pas grave si tu te plantes. Et tu te plantes, tu te relèves, tu continues. C'est juste ça qu'il faut avoir à l'esprit et qui est super important. C'est fort. T'es honnête, il faut être honnête. Ouais. Je pensais que Ouais. et tu l'es. Donc, Ça, t'es assumé. Si tu te plantes, t'es là, c'est pas grave. Je me suis planté, c'est ok. On s'est planté, ok. On retient. On va pas refaire la connerie dans l'avenir, mais on avance. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte parce que, mine de rien, t'as quoi? T'as 25 ans? 24? 26. T'as 26 ans? Ouais, tu vois, t'es super jeune. En fait, gérer une boîte, t'as combien de personnes que tu... Enfin, T'imagines que tu gères 20 personnes à 26 ans? En fait, ils s'en rendent pas compte, je pense, les gens, que le poids qu'il y a sur tes épaules, tu vois. le poids, la vision des gens, parce que tu vois, mine de rien, on reprend une boîte familiale et il y a Ah ouais. plein de gens qui se disent, on peut parler à 50 ans, mais Mais non, mais moi, ça m'intéresse. Vas-y, un petit peu, tu vois. Je voulais finir, mais j'aime bien. Vas-y, j'aime bien. Il y a plein de gens qui se disent, bah ouais, si c'était facile, il a repris papa, maman, c'est un gosse de riche, et puis ouais. Mais mon frère parlerait. On va faire ce qu'il fait, il va faire ce qu'il fait. Mon frère Ouais. parlerait plus que moi. Moi, je suis arrivé plus récemment, je suis arrivé à 2-3 ans. Mon frère, quand il est arrivé, on nous faisait un volume X. Aujourd'hui, on fait x3. On a construit une usine. Avant, il n'y avait pas l'usine. On a lancé 2 entreprises à côté. On a racheté une d'autres part d'entreprise. Donc, on fait grossir la machine. Et ça, mine de rien, on est passé de 12 collaborateurs à 20. Ça grandit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient le faire. Et ceux qui pensent qu'on est des gosses de riches, faites-le. Magnifique, il a calmé tout le monde. J'adore. Non, mais c'est un peu l'esprit, tu vois, puis c'est une revanche, tu vois, que moi, j'aime pas qu'on me dise ça parce que je me bouge le cul tout le temps, je fais des journées de fou, et juste, j'ai eu de la chance qu'on m'ait transmis l'entreprise, mais je suis loin d'avoir les mains dans les poches. Il faut savoir la gérer en plus. Ouais. Et puis, ouais, comme je dis, on se plante, on avance, on corrige, et puis on continue à développer. Magnifique. Et toi, du coup, Jade, tu dis à quoi pour finir un peu tout ça, là? Eh ben, concis. Ce soir, je mets au défi là, ceux qui nous écoutent de prendre une feuille et de faire 2 colonnes. Les gens qui ont une énergie positive dans notre quotidien et les gens qui ont une énergie moins positive ou négative dans notre quotidien. Et vous mettez les prénoms et ça va vous aider pour le prochain objectif que vous avez à atteindre. Moi, je le fais et il faut les repérer, ces gens-là. Donc, on s'entoure de... Il fait mal cet exercice, hein. Il fait mal, hein. Il fait mal, mais il est très Ouais. important. Il fait mal, moi, je l'ai fait un petit peu, et en fait, tu te dis, ah, lui, en fait, il est là-dedans. Ouais. Complicado. Mais écoute, Passe un peu moins de temps avec lui ou tu prêtes moins attention à ce qu'il dit, on va dire. c'est ça. Et pareil pour les gens aussi qui te disent, ouais, mais tu bosses trop, tout ça. Énergie négative. C'est ça, voilà. Faut les gérer. En tout cas, merci pour le... Juste un- Vas-y, continue, Thomas, Ce vas-y. qui est pour moi hyper important, c'est qu'il faut être positif. C'est-à-dire que si il y a un problème qui t'arrive, moi, on arrive tous les jours des problèmes. Quand il y a un problème, c'est moi qu'on vient voir. Ouais, donc, faut les résoudre. C'est pas, tu prends le problème, t'es positif, tu vois, tu essaies de résoudre le problème, et c'est en résolvant le problème que tu vas résoudre ton problème. Il y en aura peut-être un autre qui va arriver. Pas grave, positif. On essaie de résoudre et on avance comme ça. Et esprit positif. T'as raison, et en fait, c'est un peu une phrase que j'ai entendue, c'est le positif attire le positif. Exactement. En fait, tu vois, le matin, je sais pas, tu te réveilles, t'as un truc qui s'est mal passé, tu vas tirer la tronche, et forcément, quand t'arrives au travail, tu tires la tronche, les gens ils vont pas être contents de te voir, bref. Mais en tout cas, merci pour tous ces conseils. C'était trop bien. Franchement, magnifique. Juste, on a une question de fin qu'on fait tout le temps. Là, c'est à 2 contre 1.
Non, mais forcément, le sport qui vous unit, c'est quand même l'escrime. Voilà, essayez de me convaincre en 30 secondes max de moi aussi faire de l'escrime. C'est un sport qui est complet, tu dois être à la fois explose, souple et fort. Et c'est un sport de respect, tu es à 3 sur la piste, arbitre et adversaire compris. Donc c'est l'école de la vie. Tu vois qu'elle fait des conférences. Hein. C'était concis, simple, efficace. Mais écoute, Thomas, tu veux faire toi aussi l'exercice ou t'es convaincu par ce que j'ai dit? Ah, moi, elle me convainc. Ouais, t'es convaincu. Non, c'est un sport, c'est un beau sport, plein de valeurs. Si vous êtes français, bah, c'est un sport français 100%. Respect, moi, ce sport m'a appris énormément respect. Donc, pour ceux qui ont ces valeurs-là, bah, go, let's go. Ça apprend énormément les réflexes aussi. Maintenant, tu me fais tomber le verre, là, je te le pas, tu vois. Je me rapproche pas, là. Je vais me tester direct. Non, et donc, ouais, ça apporte énormément de choses dans la vie. Mais le sport en général, je veux pas, moi, j'aime bien l'escrime, mais si tu veux faire un autre sport, fais-le. Le principal, c'est de t'éclater, mais fais un sport. Je pense que c'est important. Bah, écoute, c'est des belles paroles. Très rapidement, où est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux, devant la caméra, même si tu veux donner un petit peu tes projets, etc. Tu peux tout donner. Faites un par un si vous voulez. Alors j'ai un code promo. Tiens, vas-y, donnez devant la caméra le code promo là. Non, suivez-moi sur les réseaux, Insta surtout, LinkedIn pour les plus Mais oui, il faut. Voilà. Et comment tu t'appelles du coup? C'est Jade Maréchal. Jade.Maréchal, non? Jade Maréchal, Jade.Maréchal, un peu partout. Voilà. J'espère être facile à trouver. Et donne tes projets aussi, c'est important. Mes projets, je vais être très présente sur les Jeux Olympiques de Paris 2024, dans les médias, dans les... Tes conférences, tout ça. Et mes conférences, donc... Ah oui, tu fais trop de choses, mais donne des conférences aussi. Voilà, j'interviens sur des thématiques pour que les collaborateurs soient de vrais champions d'entreprise, donc vraiment n'hésitez pas à me contacter. Magnifique. Et toi du coup Thomas, vas-y. Et moi sur les réseaux, bah faut pas forcément le suivre. C'est comme tu veux, ouais. Anonyme. Ouais, t'inquiète, reste anonyme. Que vous êtes un grossiste, un industriel, n'hésitez pas à me contacter. Moi, dans l'entreprise, c'est Sodeco, comme ça se prononce. Cherchez ça sur Internet, Sodeco, S-O-D-E-C-O. Et puis on manquera pas de répondre à vos besoins. Mais écoute, magnifique. Merci en tout cas à vous. Merci à Tristan aussi, qui est derrière la caméra. Et merci de m'avoir permis de mettre en lumière mon partenaire dans la vie. C'est normal, franchement, c'était un bel échange. Je suis vraiment content. C'était des belles rencontres, donc magnifique. Et des belles paroles, plein de sagesse, alors qu'on est tous hyper jeunes. Donc c'est cool de voir des jeunes qui sont motivés. Mais en tout cas, aussi, on remercie tous ceux qui écoutent les podcasts. Ils sont de plus en plus. Merci à vous. Et let's go, positive attitude, et on avance. C'est ça. Mais écoute, c'était Jade du coup, Thomas et Quentin et Tristan aussi. Ciao, ciao les boys. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.